Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va se pencher sur un récit, un texte assez court, mais vraiment, vraiment dense, qui s'intitule Texte collé. Oui, et il nous plonge direct dans l'ambiance. Une start-up, la pression des investisseurs, l'IA. Exactement. Et notre mission, ça va être de décortiquer cette histoire, pas seulement pour comprendre le fiasco technique, parce qu'il y en a un, mais surtout pour voir la leçon qu'il y a derrière sur l'innovation. Alors pour planter le décor, imaginez la scène. Salle de réunion, silence total. Maya, l'ingénieur en chef, et là, elle transpire un peu. La pression. La pression maximale. En face, le PDG, lui super confiant, il lance la démo de la dernière chance. Le moment de vérité. C'est ça. Il faut prouver que leur IA de recommandation de films, elle est révolutionnaire. L'avenir de la boîte se joue là. Et ça, c'est une scène que beaucoup de gens dans la tech ont vécue. C'est pas juste un test, c'est du théâtre. Ah oui, La technologie doit marcher, mais surtout, elle doit impressionner. La moindre erreur, le moindre lag, tout est scruté. tout à fait. Et le PDG, grand sourire, il lance la requête test. Il dit Brudy, regardons ce que l'IA propose à un amateur de films d'horreur extrême. Le test ultime. Il s'attend à du lourd, du dérangeant. Voilà. Sauf que sur l'écran géant, ce qui s'affiche, c'est le monde magique des licornes heureuses. Aïe. Un dessin animé pour enfants. Le silence dans la pièce. Pesant, on entend quelqu'un tousser. Le sourire du PDG qui se fige. C'est le crash. Le fiasco total, en public. Bon, après un plantage pareil, la question évidente c'est OK, qu'est-ce qui s'est passé? Et le texte dit un truc qui est super intéressant. Le problème, ce n'était pas l'algorithme. C'était, je cite, structurel. Oui, Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? l'algo de recommandation, le cœur de la machine, il fonctionnait, non? C'est exactement ça qui est troublant. Oui, le moteur, si on le prend tout seul, il était sûrement très bien. Le souci, c'est ce qu'on lui donnait à manger en quelque sorte. L'erreur, ce n'était que le symptôme. D'accord. La vraie cause, c'est que l'architecture avait une faille. Le texte parle de deux systèmes de données, complètement séparés, et qui n'arrêtaient pas de se désynchroniser. Comme deux cerveaux? C'est une bonne image, oui. Deux cerveaux dans un même corps, mais qui ne partagent pas les mêmes souvenirs. C'est voué à l'échec. Ok, alors c'est quoi ces deux cerveaux? Le premier cerveau, c'est la base de données classique, une Postgres, nous dit le texte. Elle contient les métadonnées, c'est le catalogue factuel. Le titre du film, le réalisateur, l'année, Voilà. C'est la carte d'identité du film, la connaissance brute. le quoi, en fait. L'IA sait que The Shining est un film de Kubrick de 1980. C'est ça. Mais cette carte d'identité, elle ne dit rien sur le sentiment d'angoisse, sur l'ambiance du film. Hein, je vois. Et c'est là qu'intervient le second cerveau. Le texte le décrit comme une base de données vectorielle externe et il ajoute le mot capricieuse. J'aime bien le détail. Oui, et cette base, elle stocke ce qu'on appelle les embeddings, Embedding, c'est un peu technique. C'est quoi au juste? des sortes de tags mais en plus puissants. C'est bien plus profond que ça. Un embedding, pour faire simple, c'est une traduction mathématique de l'essence d'un film. Une traduction mathématique. Oui, de son ambiance, de son style. C'est un vecteur, donc une très longue liste de chiffres, qui place le film dans un immense espace conceptuel. Dans cet espace, tous les films d'horreur psychologique vont être dans la même zone, très, très loin de la zone des comédies romantiques. D'accord. C'est cette position, cette signature numérique, qui permet à l'IA de comprendre que, par exemple, Get Out et The Shining partagent une certaine vibration. Ok, je saisis. C'est pas juste un mot-clé horreur, c'est une sorte de coordonnée GPS dans un univers de concepts. Et donc le problème, c'est que la carte GPS et le catalogue des rues n'étaient plus synchronisés. C'est exactement ça. Le pont entre les deux cerveaux était cassé. À chaque fois qu'on ajoutait un film dans le catalogue factuel, dans Postgres, ça créait un décalage avec la base conceptuelle. Ah oui, d'accord. L'IA devenait schizophrène. Elle savait que le film numéro 1234, c'était Massacre à la tronçonneuse, mais dans sa mémoire conceptuelle, l'adresse 1234 correspondait peut-être maintenant à une licorne. Mais une question me vient. Pourquoi les séparer au départ? Si c'est si dangereux, pourquoi ne pas tout mettre au même endroit? C'est un choix d'architecture hyper courant. Ça a été un dogme pendant des années. On se dit, pour cette tâche précise, la recherche vectorielle, il faut un outil ultra spécialisé. Logique? Sur le papier? Sur le papier, oui. Mais en faisant ça, on crée une nouvelle frontière, un nouveau point de rupture. Et surtout, une complexité de synchronisation qui peut devenir un cauchemar. C'est le piège dans lequel ils sont tombés la tête la première. Face à ce désastre, on imagine la panique. Le réflexe normal, ça serait de
De bricoler un truc en urgence, non? Oui, le quick fix. De faire un script pour forcer les deux systèmes à se parler. Une usine à gaz pour réparer une autre usine à gaz. C'est ce que 99% des équipes auraient fait. Une rustine et on prie pour que ça tienne jusqu'à la prochaine démo. Mais c'est là que Maya est brillante. Le texte dit bien, cette fois, Maya refusa de colmater une fuite de plus. J'adore cette phrase. Elle est forte. Elle ne va pas réparer le pont. Elle va supprimer la rivière qui sépare les deux rives. Elle est seule. Et elle ne code pas un patch. Elle repense tout. Son plan est décrit en quelques étapes. La première, Ploc. Elle active une extension PicVector, directement dans la base Postgres. Mhm. Puis, elle migre tous les vecteurs, les fameux embeddings, dans cette même base. Et ce geste, qui a l'air simple, c'est une petite révolution philosophique. PGVector, en gros, c'est une extension qui apprend à une base de données super fiable et traditionnelle comme Postgres à parler le langage des vecteurs. Ah d'accord. C'est comme si notre bibliothécaire, qui ne connaît que les titres et les auteurs, devenait soudain capable de comprendre l'émotion de chaque livre. Attends, donc ça veut dire qu'on peut gérer ces fameux embeddings directement dans la base de données de base? Je pensais qu'il fallait un outil à part, justement. Eh bien, c'est ça qui change tout. Pendant longtemps, on a cru que c'était indispensable. Mais des outils comme PGVector montrent qu'on peut intégrer cette compétence au cœur d'un système qui existe déjà. Le génie de son approche, c'est l'unification. Exactement. Il n'y a plus deux systèmes à synchroniser. La carte d'identité du film et son âme mathématique sont au même endroit, mises à jour en même temps. Elle n'a pas ajouté de la technologie, elle a retiré de la complexité. À la racine. C'est d'une logique implacable. Mais il y a deux autres actions. Elle déploie un index HNSW et elle lance une requête basée sur la distance cosmique, avec ce symbole un peu bizarre, égal. Là, on rentre dans le jargon, j'ai l'impression que ça se complique de nouveau. Non, au contraire. C'est ce qui rend la solution à la fois super élégante et super performante. L'index HNSW, c'est juste un GPS surpuissant. Imagine des millions de films comme des étoiles dans le ciel. Trouver l'étoile la plus proche d'une autre, ça peut prendre un temps fou. D'accord. HNSW, il crée des sortes d'autoroutes, de raccourcis dans le ciel, pour trouver le voisin le plus pertinent en une fraction de seconde. C'est ça qui garantit la rapidité. Ok, donc ça, c'est pour que la recherche soit quasi instantanée. Et cette distance cosmique, le égal, Ça, c'est la boussole du GPS. Au lieu de mesurer la distance en kilomètres entre deux étoiles, on mesure l'angle entre elles. l'angle. Oui, si l'angle est tout petit, ça veut dire qu'elles sont dans la même direction, qu'elles partagent la même vibration. L'IA ne cherche plus des mots-clés, elle demande « Montre-moi les films qui pointent dans la même direction que The Shining ». C'est beaucoup plus subtil. Et le résultat de tout ça, le texte le résume par une phrase magnifique. Quelques millisecondes plus tard, l'IA a retrouvé ce qu'elle avait perdu. Sa mémoire. En une nuit? En une nuit, elle a guéri son IA. C'est fou. On arrive donc au lendemain. Deuxième démo. Acte 2. La tension doit être encore plus forte. J'imagine, oui. La même requête est lancée par le même fan d'horreur. Mais cette fois, les fondations sont saines. Et le résultat, c'est, je cite, « une sélection chirurgicale de films sanglants, dérangeants, parfaitement ciblés ». Fini les licornes. Fini les licornes, l'IA a enfin compris. Et ce qui est incroyable, c'est que pour les gens dans la salle, en surface, rien n'a changé. C'est la même interface. C'est vrai. La transformation est invisible, mais elle est fondamentale. En unifiant les données, Maya a rendu l'IA pas juste plus rapide, mais surtout, Cohérente. c'est le mot-clé. L'IA ne peut plus se contredire elle-même, parce qu'elle n'a plus qu'une seule source de vérité. Et là, l'ambiance dans la salle change du tout au tout, les sourires reviennent, Le PDG est sauvé. et la boîte aussi. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque à simplifier comme ça? Est-ce qu'on ne perd pas un peu en performance de pointe par rapport à un système hyper spécialisé? C'est une excellente question. C'est tout le débat de l'architecture logicielle. Oui, il est possible qu'une base vectorielle dédiée soit, sur un test très précis, quelques millisecondes plus rapide. Mais est-ce que ce gain marginal vaut la complexité, les risques de désynchronisation, les coûts de maintenance? Pour 95% des cas, la réponse est non. Maya a fait un pari. Le pari que la robustesse et la simplicité valent mieux que la performance de pointe théorique. Et elle a eu raison. Ce qui nous amène à la morale de cette histoire, la conclusion de Maya. Parfois, la véritable innovation ne vient pas d'ajouter une couche de complexité. Mais de l'éliminer. C'est une leçon qui va tellement à contre-courant. On est dans une culture de l'addition. On a un problème, on ajoute un outil. On empile. On empile. On combat la complexité avec encore plus de complexité. La démarche de Maya, c'est de dire « stop ».
Et si la meilleure solution était de ne plus avoir ce problème de pont à gérer? C'est une victoire de l'élégance. Pour résumer, on est donc parti d'un fiasco total causé par une fracture invisible dans les fondations du système. Et la solution, ça n'a pas été une nouvelle technologie incroyable, Non. mais un retour à la simplicité. Une unification de ce qui n'aurait peut-être jamais dû être séparé. Le point clé à retenir, je pense, c'est cette idée de proximité. Rapprocher les données factuelles des données de sens, ça a tout changé. Et c'est une leçon qui dépasse la tech. C'est un principe d'architecture de l'information. Quand des choses qui dépendent les unes des autres sont maintenues ensemble, le système devient plus résilient, plus intelligent. Et ça nous laisse avec une réflexion pour finir. Cette histoire, oui, elle parle de base de données, mais elle résonne bien au-delà. Bien sûr. Elle nous pousse à nous demander, dans nos travails, dans nos projets, peut-être même dans nos vies, où est-ce qu'on s'épuise à maintenir des ponts hyper compliqués entre des choses qui devraient juste être ensemble? Hmm. Où se cache cette solution plus simple, plus intégrée? Cette petite extension à activer qui n'attend que d'être vue pour résoudre un problème qui nous paraît insoluble.